On a fait une étude au sein du groupe Randstad sur quelles étaient un peu les envies, les ambitions de la génération Z. Ce qui en ressort, c'est finalement un peu contre-intuitif par rapport à l'image qui a pu être véhiculée. Peut-être un mot sur le médical. J'ai vu arriver une réglementation qui a été très brutale pour le travail temporaire. C'est pas une question simple. Il y a eu plusieurs changements réglementaires successifs au cours des 3 dernières années, quasiment une par an en fait. Aujourd'hui, un grand plaisir de te recevoir, Benoît. On reçoit Benoît Labrousse, qui est le président de Randstad France. Avec Pierre, on avait hâte de te rencontrer parce que nous, on a une histoire un peu particulière avec Vous Randstad. connaissez bien le groupe Randstad déjà. Voilà, Exactement. donc J'ai passé quelques années. Pierre, il a une expérience aussi marquante. Je pense qu'on n'a pas besoin de présenter Randstad aux gens qui nous écoutent. C'est une marque très importante dans le monde du staffing. Mais peut-être que tu nous détailleras un petit peu le périmètre opérationnel qui t'incombe sur la France. Et c'est toi qu'on avait envie aussi de rencontrer parce que tu es à la tête d'un très grand groupe, mais depuis pas très longtemps, Oui. encore avec l'œil neuf. Merci Christophe et Pierre de m'accueillir aujourd'hui. En quelques mots, le groupe Randstad en France, c'est, on va dire, pour simplifier, l'intérim, le recrutement d'école bleue. C'est la marque Randstad qui est connue pour pouvoir accompagner la production des industries, la logistique, l'industrie agroalimentaire. J'allais dire un peu l'intérim que tout le monde connaît. Et on a aussi de l'intérim et du recrutement dans l'école blanc, sur des profils d'ingénieurs, des profils de support dans le monde du tertiaire, du monde du service. Et enfin, une marque qui s'appelle Appel Médical, qui est spécialisée dans l'intérim et le recrutement encore. J'aime bien préciser les deux. Donc l'intérim et le recrutement dans le monde du médical. Et depuis des profils d'aides-soignants, d'infirmières, de médecins, de kinés. Donc très variés, tout ce qui peut exister dans le monde médical et médico-social, puisqu'on accompagne aussi par exemple la petite enfance. Et par rapport à ton parcours, Benoît, c'est vrai que c'est super intéressant parce que Cognizant, principalement, c'est une ESN, une énorme ESN mondiale comme Accenture. En fait, moi j'ai fait une grosse douzaine d'années dans le monde des ESN. D'abord chez Atos, puis j'ai rejoint Cognizant en 2017. Une très grande entreprise mondiale, très peu connue en France, pour être tout à fait honnête, et extrêmement globalisée. C'est-à-dire avec du monde partout, États-Unis, Europe, Asie-Pacifique, et avec un fonctionnement très global. C'est-à-dire que moi, en France, on était à peu près 1000 personnes, mais j'avais 4000 personnes en dehors de la France qui travaillaient pour les clients de Cognizant en France. Donc c'était un perpétuel mouvement entre les différentes géographies, alors que ce soit essentiellement en Inde, mais pas que, en Inde, en Europe de l'Est, en France, aux États-Unis, et donc une dimension internationale très forte. Quand tu arrives le matin, tu vois ce qui s'est passé en Inde, tu traites ce qui se passe en France, et tu finis en te disant les États-Unis vont prendre la suite. Et c'est à un rythme extrêmement prenant, une aventure assez captivante par ses dimensions et technologiques évidemment, mais aussi par cette dimension humaine, ou une interaction avec des profils extrêmement différents et des enjeux très différents selon les plaques géographiques. Et peut-être tu peux nous raconter ce que tu as découvert quand tu arrivais dans le travail temporaire depuis le monde de l'ESN. Il y a quelques fondamentaux qui se rapprochent. Le fait que ce soit une entreprise de service. Donc ça se base essentiellement sur la compétence des personnes, soit des salariés permanents que l'on met en mission ou qui délivrent un service aux clients, soit pour l'intérim ou le recrutement, comprendre les compétences clés, des talents qu'on va mettre en mission ou recruter pour le compte d'eux. Donc c'est avant tout un sujet d'identification des bonnes compétences qui correspond aux besoins des clients. Le fait que ce soit des contrats de travail temporaire dans le monde du staffing et que ce soit des collaborateurs permanents du côté des ESN. Et ça fait quand même une différence dans le modèle de gestion, dans le modèle de pilotage de l'activité vis-à-vis des clients, dans les modèles de contrat qu'on a avec les clients. Parce qu'à partir du moment, dans le monde des ESN, vous êtes en charge de développer un logiciel. Vous avez un engagement de résultat souvent assez fort. Dans le monde du staffing, votre engagement de résultat va être sur, vous avez vérifié que les personnes ont les bonnes compétences, mais ensuite la supervision effective des personnes que vous mettez en mission, elle est du côté de l'entreprise utilisatrice. Et l'autre différence qui, moi, m'a vraiment frappé en arrivant, c'est déjà, vous avez un client à gérer sur les ESN. C'est pas facile. Dans le monde du staffing, vous en avez deux. Parce que vous devez aussi convaincre vos talents de dire, mais c'est avec nous qu'il faut travailler, la mission elle est intéressante et il faut y aller. Et ça, les premières semaines ont bien été nécessaires d'avoir quelques semaines pour que ça me rentre dans la tête que non, il y a deux types de clients dans le monde du staffing. Les deux sont importants et que si on ignore l'un au profit de l'autre, en fait, l'équilibre ne marche plus.
Quand on regarde le réseau de distribution de Randstad, il reste très intense, hein, quelque chose comme 600-700 points de présence, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. de cet ordre-là. Donc ça veut dire quand même que c'est un réseau qui est Mm. massif. Mm. Et quand on arrive dans ce monde, comment est-ce qu'on l'appréhende? C'était quoi ta vision? Alors, je pense que la première surprise positive que j'ai eue en arrivant, c'est l'ancienneté moyenne des collaborateurs au sein du groupe Randstad. L'ancienneté moyenne, aujourd'hui, elle est supérieure à 10 ans. Et en plus, avec des personnes qui sont dans le groupe depuis 30-35 ans. Je crois que tu restais presque 30 ans. Hein, donc, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude dans le monde de l'ESN. Et je trouve que c'est très positif parce que des personnes peuvent capitaliser sur leur connaissance du métier et aussi de leur réseau d'un point de vue commercial, d'un point de vue des talents. C'était quelque chose que je ne connaissais pas dans le monde de l'ESN. La deuxième partie, c'était, et c'est vraiment basique, hein, l'équilibre homme-femme. Dans les ESN, c'est 80% d'hommes, 20% de femmes. Dans l'industrie du staffing, c'est 80% de femmes, 20% d'hommes. Et pareil, c'est une découverte positive en me disant ah bah, très bien, c'est un autre environnement et très bien. Et qui a été pour moi un changement assez important par rapport à mes postes précédents. Ensuite, le réseau, c'est une force de couverture et de maillage du territoire. C'est une capacité à pouvoir sentir la température de qu'est-ce qui se passe dans les bassins d'emploi, hein, parce que finalement les agences elles sont assez synchronisées avec les bassins d'emploi, hein, donc c'est ce qui semble assez naturel, mais qui permet d'avoir des indicateurs très fins de mais qu'est-ce qui se passe sur tel territoire. Et ça, c'est une remontée d'informations extrêmement précieuse sur qu'est-ce qui se passe dans quelle industrie, qu'est-ce qui se passe sur tel type de compétences dont on a besoin, présent, pas présent. Et ça, c'est un vrai atout pour pouvoir positionner vers où on veut se développer. Parce que finalement, on sent les tendances. Et ça, je pense que sans cette présence, aujourd'hui, on serait incapable de pouvoir le faire. Maintenant, oui, comme tu l'indiquais, le réseau, il faut aussi qu'on soit en capacité de le faire évoluer en fonction des tendances générales du secteur. Et toi, Pierre, qui étais parti en fait vraiment sur la plateforme avec Side, ça a été aussi pour toi, hein, une découverte quand tu es rentré chez Randstad, enfin quand Side est rentré chez Randstad, toi-même, tu as découvert aussi ce que ça pouvait apporter le réseau de distribution et tu as découvert des choses qui pouvaient débloquer aussi un certain nombre de créations de valeur. Ouais, exactement. Je trouve qu'il y a une bonne complémentarité entre le digital et Mm. l'approche très locale d'une agence. Paradoxalement, on peut penser que l'agence physique se ferait remplacer par du digital et que tout se passerait en ligne. Et je pense que c'est plus compliqué que ça. Dans les grandes villes, c'est plus facile de synchroniser les candidats et les clients. Et c'est ce que nous, on avait vu avec Side pour qu'il y ait un certain équilibre et qu'on trouve de bons profils. En revanche, l'intérim, c'est aussi beaucoup dans les territoires et c'est dans des territoires qui sont parfois un peu perdus parce qu'en fait, toutes les industries que sont la logistique, l'industrie agroalimentaire, etc., sont pas trop proches des villes. En fait, c'est plutôt en dehors. Et donc, on est dans des bassins d'emploi où il y a beaucoup moins de monde. Et là, pour faire tourner une agence, c'est plus du tout la même chose parce qu'en fait, il faut être capable d'animer le pool d'intérimaires en trouvant des clients qui sont parfois d'industries différentes. Enfin, c'est beaucoup plus quelque chose qui est lié à une connaissance locale. Donc, je pense que ça, c'est la première chose que j'ai découverte. La deuxième, c'est que commercialement aussi, c'est difficile de déloger des agences qui ont une connaissance de clients depuis des années et des années. Il faut vraiment avoir une proposition de valeur qui soit infiniment supérieure. Et souvent, en fait, la proximité humaine entre l'agence et ses clients a beaucoup d'importance, et aussi avec ses intérimaires. Parce qu'en fait, ça rassure d'être avec des gens qui sont du coin. Donc, c'est vrai que c'est important, en fait, de garder un réseau d'agences. Ça m'intéresse qu'on bascule aussi sur la dynamique de marché. En France, il y a des joueurs de taille moyenne qui ont cru assez largement ces dernières années. On les voit arriver, qui prennent des parts de marché. Et puis, on a vu arriver aussi les plateformes. Deux dynamiques qui m'intéressent. Une qui est qu'est-ce qui se passe avec ces middle players? Pourquoi est-ce qu'ils prennent des parts de marché? Et j'imagine que tu n'es pas sans réaction par rapport à ça stratégiquement. Et puis aussi qu'on discute, mais peut-être que Pierre prendra ce point-là, autour de qu'est-ce qui se passe avec les plateformes qu'on a vues arriver, puis un peu commencer à disparaître d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, ce que je vois, alors le groupe Randstad est le numéro 1 mondial, on est numéro 3 en France. Hein. Tout ça, c'est des choses qui sont très connues de la part du marché. Hein. Pas de scoop derrière tout ça. Ce qu'on voit, c'est qu'en effet, le marché s'est contracté au cours des 3 dernières années de manière assez importante et qu'on va voir un atterrissage progressif, je pense, dans l'année à venir. En tout cas, si ça continue sur les
les mêmes types de tendances que ces derniers mois. Ce qu'on voit, c'est que chacun est en train de prendre un petit peu des lignes différentes. Le groupe Randstad, on souhaite, nous, apparaître comme étant un groupe sur lequel on se spécialise, c'est-à-dire que on va choisir le type d'industrie avec lequel on veut travailler. Donc on a tout ce travail un peu stratégique de sélectionner nos secteurs d'activité, sélectionner les profils sur lesquels on veut se positionner en priorité et dire, là-dessus, on est un interlocuteur de choix. Et donc, faire des choix, ça veut dire aussi dire non à certains. Et dans le même temps, on veut progressivement, et c'est un peu la question que posait Pierre, ajouter parmi les canaux de distribution le canal digital qui va devenir un canal majeur. Et faire des choix, ça va nous entraîner potentiellement à être de temps en temps sur des dynamiques de marché différentes par rapport à nos compétiteurs. Donc oui, on voit un certain nombre d'acteurs qu'on appelait mid-market, qui ne sont pas mid-market. Quand vous faites quelques milliards de chiffre d'affaires, j'appelle plus ça du mid-market, et tant mieux pour eux. Mais après, est-ce qu'on a le même positionnement de marché? Est-ce qu'on va réagir de la même façon lorsque les tendances vont changer? Je ne suis pas sûr. Notre stratégie, c'est vraiment ce sujet de spécialisation. Donc, on est sur l'école bleue, on veut être bon et bon dans un certain nombre de secteurs. Sur l'école blanc, on veut se spécialiser dans l'engineering, par exemple, dans la partie finance, compta, un certain nombre de métiers. Pareil sur le médical, par exemple, le fait qu'on soit très présent dans le médical, c'est une spécialisation. On est le numéro 1 en France sur le médical. On veut continuer à investir dans ces sujets-là. Ça peut nous amener à avoir des dynamiques de croissance selon les moments par rapport à nos compétiteurs. Mais je pense qu'il faut assumer ces choix stratégiques. Et justement, si on essaye de se projeter un peu et quelles sont les grandes forces qui vont driver le marché et justement qui te rapprochent un peu des paris dont tu parlais, de ce sur quoi le groupe doit se positionner. Qu'est-ce que tu vois pour 2026? Alors, 2026, je vais essayer de sortir ma boule de cristal. Ce qu'on voit et ce qu'on voit tous, c'est plutôt, dans ce que je disais un peu tout à l'heure, le marché dans son ensemble qui va se stabiliser. Maintenant, selon les secteurs, c'est possible qu'il y ait encore un certain nombre de choses qui varient et donc des marchés qui vont être plus porteurs que d'autres. Nous, aujourd'hui, on est un acteur reconnu, par exemple, dans le monde de l'aéronautique et de la défense. C'est un secteur dans lequel on veut continuer à accélérer parce qu'on pense que c'est à la fois un secteur d'avenir, un secteur qui a besoin de trouver des compétences pour suivre les montées en cadence. Et donc, on peut avoir un positionnement utile et pertinent vis-à-vis de nos clients et de nos talents. Et j'y reviendrai peut-être juste après, parce qu'on a aussi un sujet d'avoir les bonnes compétences dans ces secteurs-là, et on travaille sur des parcours de formation pour pouvoir développer les compétences dans ces types de métiers. Un autre sujet important, c'est tout le monde de l'énergie au sens structures qui produisent de l'énergie et tout ce qui va être sur l'accompagnement de la rénovation énergétique. Et puis, je ne vais pas tous les lister parce que ça va être un peu long. Un troisième secteur important, ça va être toute la transformation aussi du monde de l'automobile. Et donc, comment on les accompagne dans l'évolution vers l'électrification de leurs véhicules. Peut-être un mot sur le médical, si c'est possible, parce que en fait, souvent, quand on fait la liste des risques et qu'on regarde un peu, on cite des risques réglementaires. Là, on a vu arriver en fait dans cette branche d'activité une réglementation qui a été très brutale pour le travail temporaire. Comment est-ce qu'on réagit à ce type de situation? Alors, c'est pas une question simple. Alors, la première chose, parmi les éléments clés pour le groupe, c'est évidemment qu'on doit se conformer à la réglementation. Je le dis, ça paraît une évidence comme ça, mais la première question qu'on s'est posée, c'est comment on fait. Il y a eu plusieurs changements réglementaires successifs au cours des 3 dernières années, quasiment une par an en fait. Et à chaque fois, la question a été comment on fait pour être conforme à la réglementation, en même temps ne pas laisser tomber nos clients qui ont besoin toujours d'avoir accès, encore une fois, à une force de travail qui aujourd'hui peut être très compliquée à capter dans le monde du médical. Et donc comment on fait pour s'assurer que on reste un intermédiaire de confiance sur ces sujets-là? Et ce qu'on a vu, alors que ce soit à travers la loi Valtou précédemment, là, ces derniers mois, ça a été un plafonnement de la dépense d'intérim médical, donc en fait un plafonnement de ce qu'on peut facturer à nos clients dans le monde public. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que, passe le message auprès des intérimaires, qui comprennent ce qui se passe aussi, et d'adaptation pour continuer à pouvoir proposer un certain nombre de modalités de mise à disposition des personnes, tout en restant dans le cadre.
l'objectif général du gouvernement, je le comprends. On a besoin de contrôler nos dépenses de santé au sens large. L'intérim représente une part, c'est à peu près 2% de la dépense de santé, je crois, de personnel de santé. Donc c'est assez limité, mais peut-être pour des sujets un peu d'exemplarité, qu'il y a eu un plafonnement sur ces sujets-là. Bon, très bien. Donc notre premier sujet, ça a été comment est-ce qu'on s'assure qu'on sait contrôler, qu'on est conforme. Et le deuxième, trouver des modalités qui nous permettent donc par exemple, s'assurer qu'on peut proposer des CDD à la place uniquement de l'intérim. Est-ce que c'est plus vertueux en termes budgétaires? Honnêtement, je ne sais pas dire aujourd'hui, mais ça nous pousse à évoluer de ce type-là. Il y a aussi un certain nombre de compétiteurs qui se sont mis en place avec d'autres formats de mise à disposition de personnel. On va dire que ça pousse à l'innovation sociale. Mais aujourd'hui, si je reviens un peu sur qu'est-ce qui se passe dans le médical, on voit que ça devient de plus en plus complexe pour les établissements de santé, soit publics ou privés, de savoir gérer leur planning. Donc ils ont besoin d'avoir des partenaires comme nous pour compléter leur planning. Moi, j'avais cru comprendre qu'effectivement, il y avait, c'est évidemment, et peut-être qu'elles sont complètement reliées, les deux éléments sont très reliés, mais il y a une demande en fait de réduction de coûts, mais aussi une demande une forme de baisse d'attractivité pour pouvoir avoir des gens en CDI plus facilement ou intégrer des gens plus facilement alors qu'il est difficile de recruter pour un établissement. Peut-être que c'est l'un qui nourrit l'autre en se disant si j'ai plus de CDI, finalement je baisse mon coût. Néanmoins, il y a quand même deux éléments. Il y a peut-être cet élément autour de le travail temporaire, finalement, un compétiteur difficile pour mes CDI parce qu'en fait, ce qu'on propose, la proposition de valeur pour les intérimaires est assez bonne, cette flexibilité, cette capacité de choix qui répond à une certaine attente, malgré tout. Et aujourd'hui, les établissements de santé s'y retrouvent-ils dans la capacité qu'ils ont à recruter mieux puisqu'ils ont réduit le volume? Est-ce qu'on voit le fait qu'il y a eu cette problématique qui a été mise sur la table comme étant très importante et que la solution c'était de baisser l'intérim, est-ce qu'on voit des résultats concrets pour eux? Est-ce qu'ils arrivent à recruter plus facilement? Honnêtement, je ne saurais pas te répondre de manière détaillée, parce que c'est avant tout les établissements qui pourraient nous répondre. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément entendu ça, mais je ne saurais pas avoir une analyse suffisamment poussée pour pouvoir le dire. Je pense qu'il faut quand même qu'on prenne en compte aussi, est-ce que le CDI, dans ces professions-là, reste un sujet d'attractivité de manière universelle pour les personnes? Je ne sais pas, je pense que pour certains, ça correspond complètement à leur projet de vie, et tant mieux s'ils peuvent l'avoir. Je pense que le recours à l'intérim ou d'autres types de contrats de mise à disposition correspond aussi à un modèle de vie d'un certain nombre de personnes. Peut-être un mot, Pierre, sur l'intérim digital, ou je ne sais pas s'il faut qu'on l'appelle comme ça, mais en tout cas, on a eu toute une vague autour des plateformes. On est en train de passer à un nouveau chapitre, j'ai l'impression, de l'intérim digital. Il y a pas mal d'entreprises qui se sont faites racheter ou qui ont fait faillite. Il y a des modèles qui ont donc été testés et qui ont atteint leurs limites. Comme disait Christophe, il y a une espèce de plateau qui a été atteint par bon nombre en fait, de plateformes digitales. Il y en a d'autres, en revanche, qui continuent à bien accélérer. Comment est-ce que toi, tu analyses en fait l'apport du digital dans le métier de l'intérim, dans le secteur de l'intérim? Je le vois selon différents axes. Le premier, je pense que les pratiques de recherche d'emploi de la part des intérimaires ont aussi évolué. C'est-à-dire à quel moment ils se disent que lorsque je cherchais une mission, je vais plutôt dans une agence d'intérim, ou est-ce que je commence ma recherche en ligne? Je pense qu'aujourd'hui, les deux existent encore. Donc c'est important pour ça de garder aussi un certain nombre de points de présence. Mais c'est vrai qu'on voit de manière assez naturelle le recours de plus en plus important de dire, mais voilà, je cherche ça, comment est-ce que je fais une première recherche à travers un canal digital? Donc il faut absolument qu'on soit présent dans cet élément-là. Et comment est-ce qu'on fait un processus qui marche bien pour embarquer un candidat ou quelqu'un qui est déjà connu de notre part? Et donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les mœurs, d'une manière générale, je vais rechercher des missions parce qu'elles ont été postées sur le site web, sur une appli, c'est rentré dans les marges. Le deuxième point, c'est comment est-ce que on indique à un client que la façon dont on va récupérer son besoin et la façon dont on va le pousser aux intérimaires va être un canal digital uniquement, ou un mélange d'un canal digital, d'un canal humain type appel téléphonique, ou quelque chose qui va passer aussi à travers
un réseau un peu physique avec des sessions de recrutement qui ont lieu dans une salle polyvalente d'un village, hein, par exemple. Hein. C'est des choses qu'on voit tous les jours. On a besoin de recruter pour telle grande usine 20 personnes pour les 15 jours à venir pour lancer un nouveau shift ou une nouvelle ligne. C'est des choses qu'on voit tous les jours. Maintenant, comment est-ce qu'on sait faire ça dans le monde du digital? C'est pas forcément de manière immédiate. Je pense qu'il y a des modalités qui permettent de le faire, mais c'est pas forcément de manière immédiate, aussi performant à court terme. Je pense que ce qui va nous servir, c'est de pouvoir proposer un éventail dans lequel on a ces différents services complémentaires. Et ce qui sous-tend aussi le digital, c'est la donnée. Tu as donné plein d'exemples. Tu as commencé des exemples tout à l'heure autour de la formation, de l'accompagnement. Quelle est ta vision autour finalement de la connaissance intime qu'on va pouvoir avoir des viviers? Alors, le premier point, c'est qu'en effet, on manipule de la donnée personnelle 100% de notre temps. Alors déjà, ça a un niveau d'exigence en termes de sécurité qui est assez important. Hein. On manipule des CV et des demandes toute la journée. Donc, il faut qu'on soit extrêmement attentif de ce qu'on fait de ces informations. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est on doit être en capacité de répondre de plus en plus vite à la demande d'un client. Les délais de réponse sont de plus en plus courts et un certain nombre de nos clients, finalement, référencent jusqu'à 10 entreprises de travail temporaire et disent le premier qui nous envoie un profil qui correspond, c'est celui qui va être retenu. Donc on a une obligation de rapidité pour pouvoir capter ses besoins. Et donc, exactement comme tu l'indiquais, une exigence de connaissance de nos propres viviers. Donc c'est comment on les anime à travers des communautés. C'est quelque chose qu'on va mettre en place à l'avenir. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour structurer des communautés autour de tel type de compétences, tel type de métier, dans lequel on va proposer des contenus, proposer un certain nombre d'espaces d'échange. En ce qui concerne la partie talent, mais candidat et intérimaire, on a une population qui est souvent assez jeune quand même dans l'intérim et on voit arriver une nouvelle génération qui est la Gen Z. Est-ce que tu as une approche particulière pour ce type de population? Est-ce que tu penses que les modèles traditionnels sont toujours adaptés? On a beaucoup parlé de ce que le digital peut apporter, mais est-ce que tu as une idée un peu plus précise de en quoi est-ce que cette génération est particulière et comment est-ce que Randstad peut se démarquer particulièrement pour attirer des candidats Gen Z? Alors, on a fait une étude au sein du groupe Randstad, alors au niveau mondial, hein, sur quelles étaient un peu les envies, les ambitions de la génération Z. Ce qui en ressort, c'est finalement un peu contre-intuitif par rapport à l'image qui a pu être véhiculée, c'est-à-dire que on voit qu'il y a une volonté de la part des membres de la Gen Z de se développer et d'avoir une carrière qui leur permet de se développer personnellement. Et d'avoir un enjeu que l'entreprise va les accompagner dans cette dynamique. Et aujourd'hui, le stéréotype qu'on a un peu de la Gen Z, c'est des gens instables qui ne s'intéressent pas à grand-chose et qui finalement quittent leur job aussitôt qu'elles le peuvent, quoi, hein, si je caricature à grande marque. En fait, ce qui ressort de cette étude est plutôt un petit peu opposé, c'est-à-dire que ce que souhaitent les personnes, c'est comment est-ce qu'à travers mon travail, je vais réussir à me développer, et donc vraiment une volonté d'avoir un peu un challenge qui revient de manière récurrente. Alors, ce qui est vu comme une instabilité est plutôt vu comme non, mais je ne vais pas rester pendant 1 an et demi ou 2 ans sur le même projet. Une fois que j'en ai fait une partie, ok, j'ai compris à quoi ça correspondait. C'est quoi le projet d'après qui me permet de dire ça j'ai vu, maintenant je veux voir quelque chose de nouveau. Et donc ça a de l'influence sur la façon dont les membres de la Gen Z doivent être managés potentiellement, et donc comment est-ce qu'on les met dans ces trajectoires pour pouvoir leur fournir cette capacité d'être en opération et en découverte de manière régulière. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, quoi ça change notre positionnement vis-à-vis d'eux? Alors, je pense qu'on a déjà un premier sujet, c'est par quel canal on les touche. Là, c'est pareil, hein, on voit que le canal traditionnel de sites de référence, etc., est sûrement un peu différent, et sûrement avec des personnes qui sont porte-parole de manière un peu différente. Donc c'est comment est-ce qu'on est sûr que les messages que l'on veut délivrer, on les passe par les bons. Alors, pareil, hein, je vais être un petit peu caricatural, on va peut-être mobiliser un peu plus un certain nombre d'influenceurs, pas professionnels, hein, mais qui vont porter la parole entre pairs, plutôt qu'une communication très descendante et très institutionnelle. Donc comment on fait pour activer et s'assurer que lorsque quelqu'un de la Gen Z fait une mission à tel endroit ou alors à tel type d'expérience ou fait tel retour d'expérience, comment est-ce que c'est perçu par les pairs à travers un certain nombre
de vecteurs, et notamment les réseaux sociaux, en fait, hein, et donc beaucoup moins par l'intermédiaire d'un site web institutionnel du groupe Randstad France, quoi, hein. Ça, c'est un premier élément. Comment on les touche? Comment on fait pour construire une communauté qui va leur permettre de se dire: «Ah, il y a quelque chose qui me correspond dans cet élément-là». Le deuxième point, cette volonté de flexibilité et de monter en compétences correspond finalement pas si mal au modèle de l'intérim, hein. Et donc c'est vrai qu'on voit pas mal de personnes de la Gen Z qui se disent: mais très bien, j'ai des missions d'intérim qui me correspondent, je peux en faire pendant, alors en plus selon les cas, hein, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et lorsque ça me correspond bien, bah, je continue. Et puis à un moment où j'ai besoin de voir autre chose, bah, j'ai une capacité, je finis ma mission, parce que quand même les gens globalement le font de manière propre, hein, donc finissent leur mission et commencent à chercher autre chose dans un autre secteur ou un autre type de mission, et ça leur permet d'avoir ces différents tentatives, ou en tout cas de progresser dans leur carrière. Troisième point qui va avec ça, c'est que ça leur permet non seulement de monter en compétences, mais aussi de travailler sur un certain nombre d'outils différents, et donc d'étendre leur panel. Donc j'allais dire, dans le monde du travail temporaire répond aussi à un besoin de la Gen Z, mais pas que, hein, d'ailleurs, mais de savoir organiser sa vie, pas forcément uniquement selon un CDI, mais aussi selon un certain nombre de missions que l'on peut enchaîner, potentiellement avec une pause à un moment ou un autre, hein, et de pouvoir varier les différentes expériences. Donc, moi, ça me semble plutôt assez adapté. Par contre, ce dont il faut qu'on s'assure, c'est qu'on sait les capter, les adresser, et qu'on est sûr qu'on a des types de missions qui leur correspondent et qui correspondent à leur envie. Et le dernier aspect, les membres de la Gen Z se disent: mais comment est-ce que je progresse? Le fait d'être dans l'intérim, et vous savez que dans l'intérim, on met 3,35% de notre masse salariale dans la formation, hein. Donc c'est aussi, donc ce qui est beaucoup plus qu'une entreprise classique. Et donc ce qui leur permet aussi d'avoir accès à un certain nombre de formations complémentaires par rapport à ce qu'ils ont pu faire dans leurs études, que ce soit en formation initiale ou continue, et donc de pouvoir se développer dans ce secteur-là. Donc moi, ça me semble plutôt assez adapté. Maintenant, ce que je vois, c'est que le monde de l'intérim répond aussi à différents étages dans la vie. Là, on parle de la Gen Z, donc des gens qui vont avoir 25, 30 ans, 30, 35 maximum, hein. Donc ça, cette envie de flexibilité, ils peuvent trouver un vecteur qui leur correspond à un moment de la vie. On se rend compte que le CDI intérimaire, donc, qui est un modèle qui permet d'avoir un CDI, qui est certes après lié à des missions, mais qui est un modèle de CDI, on voit que par rapport à notre population moyenne d'intérimaires, dans le monde des CDI intérimaires, on a une surreprésentation des plus de 50 ans. Et ce qui est aussi un très bon, je pense, quelque chose de positif. Des personnes au-delà de 50 ans peuvent rechercher plus de stabilité, et donc se disent: je passe par ce statut de CDI intérimaire, je vais travailler de manière régulière, mais j'ai un vrai CDI en termes de cadre, et donc m'apporte cette stabilité, et qui potentiellement pourrait conduire à un CDI chez l'entreprise utilisatrice à la suite, mais en tout cas, ont trouvé cette forme de stabilité. Donc c'est vrai que les différents statuts qu'on est capable de proposer, les différents types de missions, moi aujourd'hui me font dire qu'on sert à la fois des générations type Gen Z et des personnes qui sont plus avancées dans leur carrière professionnelle, et avec des modalités différentes et qui correspondent à des moments de vie différents. Et ça, je trouve que c'est plutôt assez, d'un point de vue personnel, plutôt assez valorisant. On se dit, bah, on accompagne les gens quand même dans différents moments de leur carrière, et je trouve, bah oui, on est capable de trouver à quoi ça peut correspondre dans leur équilibre de vie. En préparant le podcast, j'ai regardé un peu les aspirations de la Gen Z, et ça rejoint ce que tu dis, Benoît. Et je me suis dit, en fait, c'est un peu les aspirations que moi j'avais quand je suis arrivé je sais pas, il y a peut-être 10 ans, tu vois. Et j'ai l'impression que ceux qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, ils aspirent tous un peu à la même chose, tu veux. Enfin, il n'y a pas beaucoup de différence en fait. Ouais, fais ça parce que tu as vu une évolution dans les attentes des intérimaires entre les différentes générations. Je pense que comme Benoît l'a situé, c'était intéressant. Je pense qu'en fait, on peut tous se reconnaître dans les attentes de la Gen Z. Ils sont plus impatients, ils sont plus directs, ils sont plus clairs, ils sont plus exigeants que ce que j'ai été dans ma génération, qui était une génération qui finalement était moins intransigeante ou moins exigeante, peut-être avec elle-même et peut-être avec les autres. Finalement, quand on regarde ce qu'ils attendent du sens du travail, du challenge, du feedback,
des entreprises moins verticales et dans lesquelles ils ont plus Mm. d'impact, de comprendre mieux quels va être leurs apports. Je pense qu'on peut tous se reconnaître à l'intérieur de cette envie, ou beaucoup, on peut se reconnaître à l'intérieur de cette envie. Ce qui est très particulier, en fait, c'est avec l'intensité avec laquelle ils le font. Et puis, tu l'as bien expliqué au départ aussi, ils ont des attentes, en fait, de fluidité relationnelle et de Mm. qualité relationnelle qui est un peu différente de ce qu'on avait. On n'avait pas été, on n'a pas été, puisque le digital n'existait pas, des consommateurs du digital qui ont amené, en fait, une forme de translation de cette expérience de consommateur dans tous les champs de la vie. Mm. Et ça devient une translation qui vient dans les champs du travail aussi, cette transparence, cette vitesse. Donc sur le fond, je te rejoins, je pense pas qu'on ait bouleversé drastiquement les attentes de l'être humain. Mais par contre, il y a quand même une intensité de la demande qui est beaucoup plus claire. Oui, et je Mm. pense, alors, moi, l'évolution que j'ai pu voir, alors pas à titre personnel, parce que c'est pas forcément ça qui est intéressant. Tous les ans, on sort une étude que tu connais certainement, qui s'appelle le Work Monitor, et dans lequel on mesure l'évolution au niveau mondial, mais aussi au niveau français, de quelles sont les priorités des personnes qui sont en emploi, et quelles sont les priorités vis-à-vis de leurs employeurs. Traditionnellement, la priorité numéro 1, c'était le salaire. Première chose que je demandais à mon employeur, c'était d'être bien payé. En 2025, la première fois, c'est passé en 3e position. Et en fait, quand on regarde, il y avait dans les 2 premières positions l'équilibre vie privée, vie professionnelle, donc qui correspond quand même pas mal à cette demande de la part de la Gen Z, de flexibilité, de pouvoir organiser sa vie. Et le deuxième qui était l'alignement des valeurs et la capacité de se sentir bien dans l'entreprise. Correspond à ce que tu viens de dire en termes de non, mais je veux être dans un écosystème. Je suis pas prêt à tout accepter de la part de mon entreprise. Et donc ces 2 éléments-là sont devenus avant le salaire. Et quand on regarde les mêmes indicateurs en fonction de l'âge des personnes qui ont été interrogées, et en fait on voit que le salaire est passé en 3e position parce qu'on a, au fur et à mesure, les générations un peu plus jeunes qui ont pris plus de place dans l'échantillon. Et c'est un peu ce que tu disais, Pierre. Tu as l'impression que c'est pas si éloigné des besoins que toi tu avais, en tout cas de comment tu sentais ta relation au travail. Mais je pense qu'en fait, ça a été depuis un certain temps, peut-être que ça s'affirme de plus en plus, mais on voit que ce mix, on arrive à un moment où ça bascule. Et c'est pas d'un coup, paf, c'est passé tout le monde avait ça en première exigence, alors que c'était les autres, mais on voit une évolution progressive. Et là, on est arrivé à un moment où le groupe qui donne plus d'importance à valeur et flexibilité est passé majoritaire. Une des choses les plus frappantes, en fait, en termes de génération, en fait, c'est quand on enquête les gens sur leur mode de transaction préférée. Et quand on regarde, en fait, les générations qui sont boomers ou pré-boomers, je sais pas, un peu comme moi, quel est le média préféré? Le média préféré reste le téléphone. Et de manière très massive. Parce que quand on leur demande pendant combien de temps vous êtes capable d'attendre un standard, en fait, quand j'ai un problème avec ma télévision, je ne sais pas quoi, ça représente 15-20 minutes. Je suis capable de rester en ligne, patienter pour écouter de la régler mon musique, problème. Exactement. On est dans la situation inverse avec la Gen Z qui, avant de prendre son téléphone, va passer 20 minutes en self-service pour essayer de comprendre sur un forum, sur une app, pour arriver. Donc, en fait, en termes mode de transaction, en fait, là, on est passé de A à Z. Donc, en fait, et là, dans la transformation digitale que tu évoquais, on a ce challenge d'être capable de répondre aux problématiques, en fait, de quelles modalités on propose à nos publics. Parce qu'en fait, on a besoin, pour l'instant, de présenter toutes les modalités, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Parce que la modalité monte très fort sur je veux un chat, je veux pouvoir être en self-service, je veux pouvoir être autonome sur mon app. Donc, cette croissance, elle est drastique. Et je pense que, de nouveau, elle est beaucoup liée à l'histoire des gens. C'est-à-dire que on a connu, moi j'ai connu un temps où juste ça n'existait pas. Donc finalement, le besoin, il naît petit à petit quand on devient utilisateur. On a des générations qui sont nées dans le digital, avec le digital qui fonctionne, qui est partout, qui est commode et qui a irrigué en fait notre vie de consommateur. Et donc, on est obligé de s'adapter à cette problématique. Et un des enjeux du digital, évidemment, tu l'as cité sur les talents, il est critique sur cette partie-là. Oui. Et là, d'ailleurs, dans ta réponse, tu t'es positionné finalement comme représentant le travail temporaire plus que même patron de Randstad, globalement, en fait, ce métier-là. Moi, je voudrais rester dans cette posture, en fait. Si tu restes dans cette posture du travail temporaire, c'est quoi les points d'amélioration? Sur quoi on bute encore dans le travail temporaire, dans lequel il faut qu'on fasse globalement des efforts pour être,
au niveau du taux de pénétration qu'on a, parce que le travail temporaire, c'est 700 000 personnes cette année qui vont travailler, c'est presque 3 millions de personnes qui un jour vont avoir un contrat de travail temporaire dans les mains, donc c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille pour mériter ou rester à ce niveau-là? Alors déjà, je pense qu'on a, au niveau de la profession, même si l'image s'arrange, on voit moins le côté flexible que le côté précaire. Ce qui, à mon sens, n'est pas la réalité d'aujourd'hui, hein. L'intérim est très souvent un pas vers l'emploi stable. En tout cas, pour les gens qui le cherchent, je crois, plus de 35% des gens qui passent par l'intérim passent en emploi stable derrière. Donc, on a cette image à continuer à devoir pousser comme étant un vrai acteur de l'emploi qui, si les gens le souhaitent, débouche vers l'emploi durable. Ça, je pense que c'est un élément important qu'on doit continuer à pousser. Le deuxième, et on avait il y a quelques semaines des échanges sur la sécurité et la santé au travail. Et les sujets de prévention sont évidemment au cœur. On peut pas imaginer que aller au travail pourrait conduire à un accident ou à perdre la vie. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable. On va pas au travail pour avoir des accidents. Et aujourd'hui, malheureusement, les personnes qui sont dans l'intérim ont un taux d'accidentologie, oui, plus élevé que les collaborateurs permanents des différents employeurs. D'une manière générale, on doit continuer à progresser, et je pense qu'on va dans la bonne direction en termes de prévention dans le secteur pour rejoindre la moyenne globale d'accidentologie et pouvoir continuer à nous améliorer. Et puis le troisième, je pense qu'on est un vrai acteur des territoires, et je pense que c'est pas suffisamment connu, parce que, encore une fois, pour revenir sur notre maillage territorial très important, au quotidien, ce qu'on voit, c'est que les personnes dans les agences, et je parle pas que du groupe Randstad, on est en relation avec les agences France Travail, on est en relation avec le tissu associatif, on est en relation avec les associations ou les structures qui s'occupent d'insertion, soit de personnes en situation de handicap, ou d'insertion au sens personnes qui ont été éloignées de l'emploi, et propose un certain nombre de choses. C'est très peu connu. C'est très peu connu alors qu'on a un acteur majeur de l'emploi et sur lequel on est un complément très opérationnel des structures institutionnelles pour favoriser l'emploi des personnes qui ont pu en être éloignées à un moment ou à un autre ou pour telle ou telle raison. Et ça, pour moi, presque un vrai crève-cœur, quoi. On fait des choses qui ne sont pas connues sur ces secteurs-là, et je pense qu'on gagnerait à pouvoir en communiquer un peu plus. Merci beaucoup, Benoît, pour ces discussions. C'était ultra intéressant. Et j'espère qu'on se reverra bientôt, dans quelques mois peut-être, pour faire un nouveau bilan de Randstad et de ton parcours dans Randstad. Merci beaucoup. Merci Pierre, merci Christophe pour ces échanges enrichissants. Et écoute, prenons rendez-vous pour, je sais pas, dans un an finalement, pour fêter les 2 ans de ma prise de poste. Merci Benoît. Merci. Merci.